réseau des journalistes pour les droits de l'homme. L'espoir de monde meilleur, égalitaire et équitable. La voie pour sauver des vies. Auditrices et auditeurs de l'espace de débat politique Actualité et nous, bonjour et bienvenue dans cette tranche d'aujourd'hui. Actualité et nous permet chaque semaine de recevoir sur ce plateau du RJDH un homme politique, un observateur, un décideur de la vie politique centrafricaine. Le débat d'aujourd'hui sera consacré aux derniers points qui ont fait l'actualité centrafricaine. Avec notre invité de la semaine, nous allons évoquer l'évasion de l'ancien ministre Romaric Vomitiade et son arrestation en République démocratique du Congo, l'appel de Rome signé par un certain nombre d'hommes politiques centrafricains, le forum de Bangui en préparation, les élections et les ambitions de notre invité d'aujourd'hui. Actualité et nous reçoit aujourd'hui sur son plateau Anissé Georges Doleguele, ancien Premier ministre centrafricain, président de l'Union pour le renouveau centrafricain URCA et candidat à la présidentielle centrafricaine. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du RJDH. C'est un plaisir et un honneur. Nous serons deux aujourd'hui pour vous interroger. Naïm Kawele Zaman. Et moi-même, Sylvestre Romain Soukambi. Le premier point d'actualité avec lequel nous allons commencer cette grande interview avec vous, Monsieur le Président, est l'affaire Romaric Vomitiade du nom de l'ancien ministre du Tourisme, accusé de viol sur mineur et condamné en première instance à 2 ans d'emprisonnement ferme, 300 000 francs d'amende et 2 millions de dommages et intérêts. À la section de recherche et d'investigation, ce prisonnier s'est évadé la semaine dernière. Aux dernières nouvelles, il est arrêté du côté de la République démocratique du Congo. Quelle réaction avez-vous eue face à cet épisode? Écoutez, ça m'inspire quelques enseignements. Le premier, c'est que le gouvernement de transition a laissé juger un membre du gouvernement. Et donc, c'est un premier signal que il y aurait une lutte contre l'impunité et c'est un exemple à suivre. Le second, c'est que la justice a fait son travail, a permis à l'ancien ministre de se défendre et finalement il a été condamné et incarcéré. Le troisième enseignement, c'est que, comme on dit toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce ministre a été mis en liberté provisoire, enfin, il a été mis en permission et il a abusé de la confiance qui lui a été faite, il s'est évadé. Et le quatrième, c'est que finalement, les choses se passent plutôt bien puisque le pays voisin l'a arrêté et que je pense que dans une procédure d'entente et de coopération judiciaire, les choses vont rentrer dans l'ordre et que nous espérons tous que notre compatriote sera remis à la justice centrafricaine et continuera de purger sa peine. Monsieur Anissé Georges Doleguele, vous avez été Premier ministre, vous proposiez des personnalités pouvant être nommées comme ministre. Vous, aujourd'hui, lorsqu'un ministre est arrêté, jugé, a failli s'évader, vous ne reprochez pas quelque chose dans le mode de nomination de nos ministres aujourd'hui? Dans le cas présent, M. Vomitiade n'avait jamais été, je pense, dans un gouvernement et même à une quelconque fonction prestigieuse. Il a été nommé là simplement parce qu'il a été proposé par les anti-Balaka. Donc c'est un raccourci professionnel important et il n'a pas su profiter de ce raccourci. Un raccourci validé par les autorités actuelles. Oui, mais validé dans une logique où il fallait avoir des entités belligérantes qui proposent des personnalités au gouvernement. Il y a des gens dans ce pays qui espèrent toute leur vie devenir ministre, qui ne le deviennent pas et qui possèdent toutes les qualités pour le devenir. Il y a des situations comme celle d'aujourd'hui où il faut faire des compromissions et où un jeune comme ça est promu à un poste aussi important. C'est à ce moment qu'on décide de ce qu'on fait de sa vie. En disant, on m'a donné une chance, il faut que je la saisisse et que je mérite la chance qui m'a été offerte.
apprendre à devenir un homme d'État. Je pense que c'est ça qui a manqué. Tchadé n'a pas saisi cette chance. Et je pense qu'il n'a pas saisi cette chance parce que j'ai cru comprendre qu'il était en déplacement officiel et il a profité de... C'est un abus de pouvoir, hein, mais je n'ose pas m'aventurer pour donner plus de qualification à un acte qui a déjà été jugé. Mais c'est pour dire que je crois que c'est une leçon pour tous les hommes politiques. Hein, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que chacun de nos compatriotes, ni plus ni moins. Nous savons que Romaric Vumitiade a été démis de ses fonctions de ministre quelques heures après le verdict du tribunal de grande instance de Bangui. Vous, à la place du Premier ministre, attendez-vous à ce que le verdict soit prononcé avant de le relever de ses fonctions, même quand il était sous mandat de dépôt à la SRI? Parce que jusqu'à ce qu'il soit accusé et reconnu coupable par la justice, et jusqu'à ce moment-là, il était innocent. On arrête d'être innocent dès lors qu'on a été déclaré coupable. On peut le suspendre de ses fonctions, hein, on peut le suspendre en attendant qu'il soit jugé, mais le relevé de ses fonctions pour faute lourde, c'est quand il a été reconnu coupable, et c'est normal. Toujours chapitre arrestation, il y a un certain nombre de leaders des deux groupes armés, Seleka et Antibalaka, qui sont arrêtés ces derniers temps et détenus. Certains à la section de recherche et d'investigation SRI, d'autres sont à la prison centrale de Ngaragba. Nous pensons à l'ancien ministre Ousmane Mahamat Ousmane Ondilo des Antibalaka par exemple. Comment est-ce que vous appréciez cette dynamique? Là encore, je pense que chacun de nous doit prendre la mesure de la situation. Il y a aujourd'hui, dans notre pays, des milliers de soldats étrangers qui sont là sous la bannière des Nations Unies avec des sommes énormes qui sont dépensées pour normaliser la situation du pays. Il y a petit à petit une reprise en main des forces de défense et de sécurité avec la police et la gendarmerie à qui on confie de plus en plus de missions. Vous ne pouvez pas, dans ce contexte, faire comme si personne n'existait, que vous pouvez aller et venir comme vous voulez, utiliser les armes que vous voulez et causer des actes de violence sur les populations en vous disant personne ne me regardera, je suis puissant, je suis plus puissant que tout le monde. Donc, ces personnes que vous citez, sur lesquels qui ont été arrêtés, c'est pour rappeler que, attention, le pays démarre un processus de normalisation et qu'il ne faut pas mépriser toute cette attention du monde entier sur la République centrafricaine. Je pense que le message doit être perçu ainsi. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que nous sommes dans l'émission du RJDH Actualité et nous qui reçoit aujourd'hui l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé. Nous passons maintenant au deuxième point de cette grande interview qui porte sur l'appel de Rome. Monsieur le Président, le 28 février dernier, vous avez signé à Rome un document dit appel de Rome au peuple centrafricain et à la communauté internationale. Avez-vous signé ce document au nom de votre parti ou au nom du peuple centrafricain selon vous? Non, j'ai signé le document en tant que personnalité politique. Évidemment, si je n'étais pas chef de parti, si je n'avais pas une démarche politique, je n'aurais pas été reconnu comme tel. Donc, cette réunion réunissait un certain nombre de personnalités politiques dans le but de nous dire attention, vous les politiques, vous êtes trop attentistes. On ne vous sent pas sur le terrain et on ne parle que des groupes qui portent des armes. Il n'y en a que pour eux. Et donc, on ne vous sent pas dans le processus électoral, dans le processus de réconciliation, dans tout ce qui se fait, on ne sent pas les hommes politiques. Discutez et voyez ensemble comment vous pouvez, avec vos amis restés et vos collègues restés au pays, donner un peu plus d'impulsion pour qu'on ne traîne pas dans ce qui se fait et que la politique reprenne le dessus parce que demain, c'est un homme politique qui dirigera le pays. Ce n'est pas quelqu'un d'une rébellion. Mais les groupes armés ne vont pas disparaître, même si un homme politique sera élu.
la normalisation d'un pays se fait par la disparition des groupes armés. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour qu'un jour, les jeunes centrafricains renoncent aux armes. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que demain, la politique reprenne droit de cité et que nous ayons un gouvernement d'hommes et de femmes politiques, que la démocratie se vive au quotidien, que les partis politiques animent la vie nationale. Et pour cela, il ne faut pas attendre que l'élection ait lieu d'abord. Il faut que les hommes politiques discutent entre eux maintenant. La compétition viendra quand elle viendra. Pour le moment, les dates ne sont pas connues. Le processus prend du retard. Et donc, nous ne pouvons pas attendre en disant, bon, ben, on attend que tout soit prêt et puis on viendra. Il faut participer à tout cela. On a eu des discussions, on a maintenant des discussions régulières avec la MINUSCA, ça en fait partie. On a des discussions entre nous, ça en fait partie. Si on va voir les responsables de l'ANE, si on va voir ceux de la MINUSCA, ou d'ailleurs, ça fait partie des démarches politiques qui permettent d'accompagner tout ce qui se fait. Donc, le but de l'appel, c'est de dire, il faut que nous mettions de côté l'esprit de compétition parce que la compétition n'a pas commencé et que nous voyons ensemble comment contribuer à sortir du pays, à sortir le pays de tous les problèmes qu'il connaît aujourd'hui en termes d'évolution vers la normalisation de la situation. Voilà. Vous avez dit pratiquement ce que le professeur Gaston Guiré-Kata, qui est aussi l'un des signataires, a dit. C'est la communauté Saint-Edidjo qui vous a demandé de reprendre votre place, la place qui est la vôtre au niveau de la scène politique. Est-ce que vous avez besoin d'une communauté religieuse pour vous dire que, et hommes politiques centrafricains, vous êtes attentistes, il faut reprendre votre Non, alors voilà, je vous dis comment ça s'est passé. La communauté Centre Vidéo a fait venir un certain nombre d'acteurs politiques. Moi, quand je prenais l'avion pour aller à Rome, je ne savais pas qui j'allais rencontrer là-bas. On m'a pas dit pourquoi j'y allais. On m'a dit, est-ce que vous pouvez participer à une discussion sur la RCA? Je ne savais pas sur quoi. On m'a pas donné d'agenda. On m'a pas dit qui serait là. Moi, j'allais à Rome parce que je savais qu'il y aurait une réunion sur la RCA. Je voulais écouter et participer. Et arrivé là-bas, j'ai vu que c'était des collègues. Ils nous ont dit, écoutez, on peut pas faire venir tout le monde. On a pris quelques-uns d'entre vous. Il n'y a pas d'agenda. Il n'y a pas d'ordre du jour. Nous voulons que vous puissiez discuter librement de votre pays et que vous puissiez échanger. Peut-être que ça va vous inspirer. C'est en prenant la parole chacun d'entre nous qu'on s'est rendu compte que on pensait et disait tous les mêmes choses et qu'on a évolué dans la discussion. Ce qu'on a commencé à faire ici, la classe politique se réunit de temps en temps ici, n'est-ce pas? Ce qu'on est parti dire là-bas, c'est ce qu'on se dit chaque fois qu'on se voit ici. Simplement, quand il y a un petit nombre, c'est un peu plus, comment dire, quand vous mettez des gens dans un pays, dans une salle, ils n'ont rien à faire, ils n'ont que ça à faire. Du matin au soir, ils sont là à discuter, ils sont plus productifs. Et donc, on n'a pas pris des engagements contre les intérêts du pays. On a pris des engagements moraux de faire un certain nombre de choses pour accompagner tout ce qui se faisait. Mais aujourd'hui, de façon beaucoup plus concrète, quelle est la place de cet appel que vous avez signé? Cet appel doit être poursuivi avec toute la classe. Puisque le but, j'étais pas là, mais il était question qu'on vienne expliquer ce qui a été fait au reste de la classe politique pour lui permettre d'épouser les différents points de l'appel et de manière à ce que on puisse poursuivre ensemble le travail politique qui accompagnerait la réconciliation nationale, le processus électoral, le processus de désarmement, etc., etc. Pendant que vous étiez à Rome, les groupes armés, leurs leaders étaient également à Nairobi. D'aucuns voient une similitude entre cette réunion, pour ne pas dire vous voulez aller en contradiction de ce qui se faisait à Nairobi. Alors selon vous, qu'est-ce que vous différencie de la réunion qui s'est tenue également à Nairobi? Vous voyez que à Rome, on a très peu parlé de Nairobi.
Vous en avez quand même parlé. On parlait de la Centrafrique. Ceux qui sont partis à Nairobi, ils savaient pourquoi ils partaient. Ils sont partis parce que c'est eux. Ce sont les deux groupes qui posent problème en Centrafrique. On les a mis ensemble, je suppose, dans le but de leur dire, écoutez, si vous qui détenez les armes, vous ne désarmez pas vos jeunes, rien ne se passera. Donc faites un effort pour leur expliquer qu'il y a déjà eu un accord de cessation des hostilités, allez à l'accord de désarmement, participez à tout ce qui va se faire, parce que sinon votre pays ne pourra pas se normaliser. Je pense qu'ils n'ont pas eu, dans mon sens, de mon point de vue, ils n'ont pas eu l'humilité nécessaire pour dire c'est vrai, on a fait trop de mal au pays, évoluons sans condition dans le sens de la pacification du pays. Ils ont émis énormément de conditions, et ce qui fait que le monde entier s'est braqué contre Nairobi, c'est les conditions qui étaient inacceptables. Vous ne pouvez pas avoir fait tout ce que vous avez fait et dire, bon, mais il faut nous amnistier, c'est nous qui allons décider cela, il faut une nouvelle transition, nous allons occuper... Vous voyez, ça veut dire que ils ne reconnaissent pas que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Mais c'est pour ça que et la communauté internationale et la communauté nationale n'ont pas compris cela. Maintenant, on me dit que les choses ont évolué, qu'ils ont signé un nouveau document. Je n'ai pas encore réellement pris connaissance de ce document. On me dit que ce document est plus dépouillé de revendications. Toujours est-il que c'était mal parti. Vous parlez de la contestation des pourparlers de Nairobi. Or, nous savons que l'appel de Rome également n'a pas échappé à cette réalité. Il y a des gens il y a des observateurs qui pensent que c'était une réunion des personnalités d'une même confrérie, franc-maçon. Ah bon? Vous les avez suivis également comme nous? Écoutez, je ne sais pas, je connais pas la vie de je connais pas en dehors de la vie publique que mènent les uns et les autres. Je ne connais pas la vie privée de mes frères qui étaient à Rome. Donc, décider comme ça que ces gens-là font partie d'une confession, je ne sais pas, confession religieuse. Les gens parlent de la franc-maçonnerie. Oh mon Dieu. Vous savez que l'homme a l'imagination très fertile. L'homme essaie toujours, quand il ne saisit pas les tenants et les aboutissants d'une situation, d'y mettre le sien. C'est humain. Mais franchement, je ne connais pas la vie des collègues qui étaient là-bas. Je connais la famille de certains, mais ce qu'ils font en dehors de la vie politique, je ne connais pas. Retour toujours sur le forum, l'appel de Rome que vous avez signé. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez pris des engagements moraux. Et effectivement, dans ce document, vous vous êtes engagé à ne pas contester les résultats des élections. Or, personne n'a dit qu'il allait contester les résultats des élections. Est-ce que parmi vous, il y avait des gens qui étaient disposés à contester les résultats? Si vous voyez l'histoire des élections dans nos pays, quand elles sont bien faites et qu'elles aboutissent à un résultat reconnu de tous, ça va. Quand il y a, et dans le cas présent, c'est un cas exceptionnel parce que, le gouvernement au pouvoir est censé ne pas participer au scrutin. 2, le scrutin est organisé en accord avec la communauté internationale. Donc, il y a des gages théoriques de transparence dans ces élections-là. Ce que nous disons, c'est que une contestation des résultats pourrait être source de nouvelles violences et de nouveaux troubles dans le pays. Donc, quand les élections seront organisées et si elles sont bien organisées, celui qui perd doit reconnaître qu'il a perdu. Et celui qui gagne, non seulement il reconnaît qu'il a perdu, mais il laisse travailler celui qui gagne. Et celui qui gagne doit se dire que celui qui a perdu est centrafricain, il a des valeurs, il a des capacités, et il faut lui donner la possibilité d'être utile dans son pays. C'est ça que dit l'accord.
Toujours par rapport à cet accord, vous avez dit qu'il ne faut plus utiliser la violence pour accéder au pouvoir de l'État. Moi, je ne comprends pas, Monsieur le Président, est-ce que parmi vous les 9, vous personnellement, il y a des gens qui ont ces dispositions-là? Pour qui a failli utiliser la violence et qui devait Est-ce prendre que vous l'engagement? êtes concerné vraiment par cet aspect de l'accord, de l'appel? Ben, à titre personnel, si j'avais participé à une quelconque action de violence de près ou de loin, ça se serait su. Si vous voyez l'arrivée du président Bozizé, hein, le président Bozizé s'est contenté d'entrer en rébellion. Et ceux qui ont fait le travail, c'est les hommes politiques. L'essentiel de l'arrivée de Bozizé au pouvoir, c'est la classe politique. C'est la classe politique qui s'est mise ensemble pour dire un peu partout dans le monde, non, 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 il faut absolument que Bozizé arrive au pouvoir, c'est le meilleur moyen de chasser Patassé. On n'a que ce moyen-là. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Bozizé, vous le savez, n'avait pas les moyens militaires de venir jusqu'à prendre le pouvoir. C'est le poids de la classe politique derrière son initiative qui a fait qu'il a reçu des appuis. Quel est le raisonnement qui était tenu? Ah non, on va le maîtriser, il va être là pour 3 mois et après on va le maîtriser. Eh bien, il les a tous maîtrisés. C'est vrai ou pas? Il les a tous maîtrisés pendant 10 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas simplement parce qu'on a les armes à la main qu'on est dangereux. L'homme politique peut être dangereux sans armes. Et ce type d'engagement est nécessaire parce qu'il faut qu'on arrête de penser que toutes nos solutions passent par les armes. Même aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a qui rêvent de bon, il faut quel moyen pour moi d'y arriver plus facilement. Par les jeunes, ça serait difficile. Pourquoi ne pas penser aux armes? Alors, l'armée centrafricaine est détruite aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance à les instrumentaliser. On appelle tel officier, on appelle tel autre officier. Non, mais aide-nous à accéder, vous aurez ci, vous aurez ça et tout ça. Non, ce type d'engagement est utile, hein, et il doit être répété, et j'espère qu'il sera souvent répété pendant le dialogue national, pendant le forum de Bangui, parce que c'est source de danger permanent dans ce pays. Donc vous vous sentez concerné par cet aspect de l'appel en un mot? Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous passons au 3e point de cette grande interview. Je rappelle encore une fois de plus que nous sommes avec l'ancien Premier ministre centrafricain Anissé Georges Doleguele, président d'un parti politique et candidat déclaré à la prochaine présidentielle centrafricaine. Monsieur le Président, la République centrafricaine est entrée dans la dernière phase des assises du Forum de Bangui prévu du 27 au 4 mai 2015. Les décrets pris par la chef de l'État pour créer le comité technique d'organisation et le présidium du forum ont été contestés. Je parle des décrets du 4 avril, ont été contestés par les forces vives de la nation. Le 15 avril, la chef de l'État convoque les forces vives de la nation et une discussion a eu lieu au Palais de la Renaissance à l'issue de laquelle de nouveaux membres ont été désignés. Et après leur désignation entérinée par les décrets de la chef de l'État, vous avez été silencieux durant tout ce qui a entouré, toutes les polémiques qui ont entouré les premiers décrets, les concertations, jusqu'à la nomination de nouveaux membres. Comment vous justifiez ce silence-là? Est-ce que c'était une manière de soutenir les premiers décrets du 4 avril? Je n'ai pas parlé personnellement parce que j'étais en processus de retour en Centrafrique. Et d'autres personnalités politiques avaient parlé. J'étais d'accord avec elles. Pour contester les décrets. En même temps, mon parti a signé avec d'autres partis politiques un document pour demander à la chef d'État de revenir sur ces décrets et de consulter les classes, les forces vives de la nation afin d'avoir une désignation consensuelle de l'équipe qui allait préparer le dialogue. Vous êtes satisfait avec les décrets de 16 avril? Je suis satisfait que la présidente de transition, après avoir suivi
toutes les déclarations, y compris que son peuple n'était pas content, qu'elle soit revenue sur le décret, qu'elle ait convoqué les forces vives de la nation, qu'elle ait permis aux gens de s'exprimer et d'arriver à une désignation consensuelle des personnalités qui allaient travailler à préparer le forum de Bangui. Et qu'avez-vous reproché au premier décret, le décret du 4 avril? Disons que c'est un processus de réconciliation. Et donc, il est normal que chaque pas du processus se fasse après consultation des uns et des autres pour sentir la nation. Si vous sentez que là, ça ne passe pas, vous reculez. Et c'est normal. Je pense que la classe, les Centrafricains se sont tous exprimés d'une même voix. C'est comme s'ils s'étaient concertés par rapport à ces décrets. Ça veut dire que s'il y avait eu un petit travail d'écoute avant, peut-être que cette petite crise n'aurait pas eu lieu. Mais peu importe, les choses sont rentrées dans l'ordre et c'est tant mieux. Beaucoup d'observateurs pensent effectivement que toutes les contestations étaient orientées contre la personnalité, contre la personne de Jean-Jacques Demafout qui était nommé par les anciens décrets coordonnateurs général du comité technique d'organisation. C'est l'impression que j'ai eue, mais en même temps, je ne vais pas me mettre à parler d'un individu qui est un compatriote comme les autres. Est-ce que vous comprenez cela? Comme vous avez eu la même impression. Bien sûr que on ne peut pas avoir tort contre toute une population. Si la population pense quelque chose, c'est qu'elle a des raisons de le penser. Mais vous avez des raisons aussi, lesquelles pour... Le ministre Demafout a été ministre de la Défense dans mon gouvernement. À ce titre, je ne ferai pas de commentaires sur lui. Beaucoup pensent que son passé de rebelle a joué. Je ne ferai pas de commentaires sur sa personne. On a dit aussi la question du DDR, la gestion du DDR. Je vous dis, je ne ferai pas de commentaires sur sa personne. Monsieur le Président, avec tout le retard enregistré à cause des décrets querellés, pensez-vous que le forum peut commencer effectivement d'ici le 27 avril? Faut-il un report? Ces questions sont désormais techniques. Si le comité technique est prêt, si il y a une entente avec le médiateur international, le forum peut se tenir. S'il y a des nécessités de report, ça sera déterminé par le degré de préparation du forum. Donc, je n'ai pas à me prononcer. Nous sommes tous prêts, disposés à aller à ce forum. Qu'il ait lieu un jour avant, 2 jours après, ça n'a pas de valeur particulière, pourvu qu'il ait lieu. Vous avez été reçu hier au niveau de la MINUSCA. Il semblerait que vous avez discuté de ce report. On n'a pas discuté de ce report. Quelqu'un d'entre nous nous a informé qu'il aurait eu des informations selon lesquelles il y aurait un report. Donc nous avons enregistré l'information, mais pour le moment, je n'ai encore rien d'officiel. Qu'attendez-vous en tant que président de l'URCA du Forum de Bangui? Beaucoup. Il faut permettre aux Centrafricains de s'exprimer. Ça ne sera plus un forum comme on a eu par le passé où les hommes politiques se mettent ensemble autour d'une table, parlent pendant quelques jours et se distribuent des postes. Là, c'est la population qui a été malmenée, c'est le pays qui a été complètement détruit. Nous avons été présentés aux yeux du monde comme les derniers des derniers. Aujourd'hui, il faut, avant les élections, que les Centrafricains s'expriment, qu'on détermine ensemble ce qu'on veut faire de notre pays, quel avenir on veut donner à notre pays, et que cela contraigne les candidats, tant aux élections présidentielles qu'aux élections législatives, à tenir compte de ce qui sera fait pendant ce dialogue. Quel sera votre message essentiel? Un message de responsabilité, un message de réconciliation, un message de fraternité et un message de justice. Il y a un débat tout autour du forum, surtout du caractère inclusif que doit avoir ce forum, mais il y a aussi un problème sur la participation ou non de François Bozizé et de Michel Djotodia, ces deux anciens chefs d'État.
doivent-ils, selon vous? Si tout cela dépendait de vous aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent prendre part au Forum de Bangui, vu le caractère inclusif que tout le monde voudrait coller au Forum de Bangui? L'idéal est que chacun vienne au dialogue et que chacun vienne avec un esprit dégagé pour dire voilà mes responsabilités. Mes responsabilités ont été celles-là. Je demande pardon et je voudrais contribuer à ce que ça se passe différemment. Aujourd'hui, les personnalités que vous citez, comme j'ai suivi le ministre de l'administration du territoire dans son interview, c'est des personnalités qui ont une restriction de voyage au niveau des Nations Unies. S'il n'y a pas de dérogation à ces restrictions, ils ne pourront pas venir. Souhaitez-vous cette dérogation? C'est pas à moi de le souhaiter. Moi, je vais en tant que citoyen centrafricain, si on m'y invite, pour dire ce que je pense de la situation. Homme politique aussi. En tant qu'homme politique. Les personnalités que vous citez, on est d'accord que ce sont les deux principaux responsables de tout ce que nous vivons. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites. Non, c'est ce que je pense. Et je le pense très fortement et j'ai toujours dit dans toutes mes interviews que ce sont ces deux personnalités qui portent à deux, avec leurs hommes, leur entourage, la responsabilité du gouffre dans lequel nous sommes. Si c'est une logique de venir demander pardon à la population et s'engager à réparer ce qu'elles ont commis, ce serait salutaire pour tout le monde. Si c'est une logique de venir s'entre-accuser, c'est la faute de tel, la faute de tel, moi je veux encore ça, j'ai encore le droit de faire ça et tout ça, c'est une insulte au peuple. Donc, qu'elles viennent, je n'ai pas de religion. Qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas. C'est venir faire quoi qui est important. Et nous devons être vigilants par rapport à ce que diront les uns et les autres. Si moi, de Logele, j'ai des responsabilités dans tout ce qui s'est passé, il faut qu'on me le dise et que je reconnaisse ma part de responsabilité et que je m'amende devant la population. Et chacun doit faire pareil. Sans cela, il n'y aura pas de processus de réconciliation. Et vous pensez que les deux anciens chefs d'État ne sont pas capables de ce geste-là? Je ne peux pas juger les autres comme ça. Je dis simplement que de mon point de vue, si elles venaient pour faire ce que j'ai dit, ce serait bien pour tout le monde. Mais tout le monde a eu l'impression, à travers les accords de Nairobi, que ce n'était pas le cas. Maintenant, si les Nations Unies donnent une dérogation pour qu'elles viennent, je ne m'opposerai pas. Je n'ai pas les moyens de m'opposer sur des Centrafricains. Certains hommes politiques, effectivement, pensent que l'avant-proposition de la nouvelle constitution doit être effectivement discutée lors du forum de Bangui. Êtes-vous de cet avis aussi? Non. Pour quelle raison? Mais parce que la Constitution, c'est la Constitution, elle a été travaillée, c'est un texte juridique. Hein. On ne tripatouille pas une Constitution au gré des humeurs ou bien de l'émotion. Une Constitution est un texte fondamental. Ça a été travaillé par des spécialistes, c'est passé par certaines étapes. Je ne vois pas pourquoi le forum se mettrait à discuter de chaque article de la Constitution, sauf dans le sens de dire oui, pour que la paix revienne, il faut revenir sur telle disposition constitutionnelle et tout ça. Dès qu'on rentre dans l'émotion sur ces textes-là, on fausse tout. Bon, ceux qui le disent, je pense que le CNT qui a examiné et adopté ce document n'est pas représentatif de la population centrafricaine eu égard au mode de nomination de ces membres. Mais il n'y a pas que le CNT seul. Le CNT l'a examiné, le gouvernement va l'examiner, le groupe international de contact l'a examiné, la classe politique a été consultée, tout le monde a donné son avis. Je veux dire, rien n'est jamais parfait. Merci, Monsieur le Président. C'est nous mettre fin au troisième point de cette grande interview. Avec vous, nous passons au dernier point
qui se trouve être les élections et vous serez interrogé par mon confrère Zaman. Après plusieurs années, Monsieur le Président, d'absence et de silence depuis que vous avez quitté la primature, vous réapparaissez pour créer un parti politique en 2003, en novembre 2013, autant pour moi. Qu'est-ce qui a justifié votre disparition de la vie politique pendant ces plusieurs années? J'ai été nommé en août 2001. Donc quelques mois après que j'ai quitté la primature, j'ai été nommé à la tête de la B2AC, qui, comme vous le savez, est une institution sous-régionale à caractère international. Avec des règles très strictes, on ne fait pas de politique. C'est une institution qui appartient à 6 pays, avec des actionnaires qui sont hors de la zone, et les activités dans cette institution excluent toute activité politique. Et j'aime bien respecter les engagements que je prends. Donc pendant tout ce temps, je me suis abstenu de faire de la politique. Vous avez vu que de 2001 jusqu'à pratiquement 2013 ou 2011, vous n'avez pas entendu ma voix une seule fois pour commenter la vie politique centrafricaine. Si chacun de nous respectait les règles du jeu, on ne serait pas là. C'est en mélangeant en mélangeant tous les genres que chaque fois des problèmes naissent. Donc moi, j'aime bien respecter les engagements que je prends. Je n'ai pas fait de politique. Maintenant, j'étais rentré en 2012 dans l'idée de me préparer pour les élections de 2016. Donc j'ai tout abandonné, j'ai ramené ma famille, je me suis installé en 2012 pour cela, pour préparer les élections de 2016, en me disant, ce coup-ci, je serai candidat. Les choses ont été précipitées par l'arrivée de la Séléka, par toute la violence qui était faite sur les populations, et j'ai été, vous vous souvenez, le premier à annoncer ma candidature parce que j'étais indigné par tout ce qui se passait, et je me suis dit, il faut s'en occuper. Et donc, je suis là pour que les Centrafricains, si mon parti me désigne candidat, évidemment, ce qui va, nous espérons que... Ça sera certainement vous. Ben, je l'espère. Je suis là pour me présenter devant les Centrafricains, pour être parmi ceux-là qui ont l'ambition de changer le visage de ce pays. C'est la même chose que disent tous les candidats. C'est pour ça que je dis ceux-là. Donc nous tous, nous avons cette ambition. C'est aux Centrafricains de juger. Monsieur le Président, l'élection présidentielle à laquelle vous êtes candidat déjà est prévue selon le calendrier actuel entre juin et juillet 2015. Ce calendrier est tenable selon vous? C'est des questions techniques. Pour organiser des élections, il faut un découpage électoral précis, validé. Il faut une liste électorale, donc un recensement électoral, une liste électorale. Ensuite, il faut distribuer des cartes électorales. Entre-temps, il y a des opérations, il faut recruter un opérateur technique qui va traiter de ces questions et tout ça. Donc, c'est des questions techniques. Maintenant, comme vous le savez, nous avons des problèmes de bouclage de financement de ces élections. La classe politique, les forces vives de la nation ont consenti à renoncer de manière exceptionnelle à la biométrie et renoncer également à ce qu'il y ait plusieurs scrutins. Donc on a regroupé les législatives et les présidentielles. Tout ça pour faciliter les choses. Ça traîne encore. Il faut que techniquement, toutes ces opérations se déroulent. Si c'est possible d'ici les dates, les périodes prévues, c'est-à-dire fin juin, début juillet, pourquoi pas? Mais selon vous, est-ce possible, vu le nombre de ces opérations, l'état sécuritaire du pays? J'ai l'impression que les choses ont un peu traîné, sinon beaucoup traîné. Mais j'insiste, il faut qu'il y ait des élections avant la fin de l'année 2015. Et si les élections ne sont pas tenues d'ici là, il y aura un vide à combler parce que la charte constitutionnelle de transition ne donne plus aux institutions actuelles la possibilité de continuer à gérer le pays. Au-delà des dispositions de l'article 102 de l'article de la charte, quel scénario entrevoyez-vous après? Je pense que justement la classe politique devait s'impliquer pour proposer une solution si jamais les élections n'étaient pas tenues à bonne date et que le vide institutionnel
s'annonçait, la classe politique devait veiller à ce que des solutions soient proposées. Parce qu'on parle des chefs d'État de la CEAC, mais ils sont chefs d'État de leur pays. Il s'agit de notre pays. Il faut que nous leur fassions des propositions pour leur permettre de réfléchir dessus et d'arriver à une décision. Vous êtes contre le principe que ce soit les chefs d'État de la sous-région qui décident de la suite? Il s'agit de notre pays. Je pense qu'eux-mêmes n'ont pas envie de décider sur notre pays. C'est parce que nous avons des problèmes que ça se passe ainsi. Mais il faut que nous proposions des choses. Mais proposer des choses, quelle est la solution que vous pouvez proposer? Je ne peux pas, à votre radio, faire des propositions tant que je ne me suis pas concerté avec les autres. Donc il faut que ce soit une proposition de la classe politique. Certains pensent qu'il ne faut plus donner une nouvelle chance à l'équipe actuelle. Je n'ai pas de religion sur les propositions. Il faut qu'on en discute sereinement et que on avance. Je vais revenir sur votre passage à la BDAC. Vous avez été viré après un sommet des chefs d'État sur demande de l'Observatoire congolais des droits de l'homme qui pensait qu'il y a avait des suspicions de détournement sur votre personne. Alors, quel est votre état d'esprit à ce c'est très moment? curieux parce que il faut prendre le communiqué final de la conférence des chefs d'État de la CEMAC de janvier 2010. Il faut le prendre et le lire avant d'en conclure que j'ai été viré. Ce communiqué est très précis et les chefs d'État sont toujours très précis dans leurs actes. Vous avez vu qu'ils ont viré, comme vous dites, le gouverneur de la BEAC, le vice-gouverneur, ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Mais la RCA s'est séparée volontairement du poste de président de la BEAC. C'est la République centrafricaine qui a offert le poste de président de la BEAC au Gabon. Les journalistes n'ont pas assez communiqué dessus. La décision, c'était vous qui l'avez prise ou c'était les autorités de la RCA? Non, c'est le chef d'État de la RCA qui s'est séparé du poste de président de la BEAC. Moi, j'aurais bien souhaité... De vous enlever. Mais je ne suis pas le seul centrafricain, on aurait pu me remplacer par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce que la RCA se sépare? Ben, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'a plus de poste. On n'a plus aucun poste à la CEMAC. Mais que dites-vous du communiqué de l'OCDH? L'OCDH dont vous parlez, je les connais bien. C'est des gens qui sont payés par des petits Camerounais que j'ai licenciés pour malversation, qui étaient payés 150 000, 200 000 pour raconter tout et n'importe quoi. Ils sont connus. Cette équipe-là est connue au Congo comme des voyous. Il y a des gens qui vous appellent Monsieur 10%. Vous en avez eu conscience? Oui. Alors, vous savez que quand j'étais ministre des Finances, la mission qui m'a été confiée, c'était de ramener le FMI. Et donc, j'ai fait des réformes pour ramener le FMI. Et nous avions accumulé des dettes du FMI et de la Banque mondiale depuis des années. Et ils ne peuvent pas faire de nouveaux décaissements tant que vous ne remboursez pas les anciennes dettes. Et nous avons donc fait un planning de remboursement. Nous n'avions pas beaucoup de recettes. Nous sommes passés de plus de 400 grandes entreprises quand je suis arrivé à moins de 200. Et il y avait des problèmes sécuritaires monstres. Donc je devais jongler entre le remboursement de ces institutions du FMI, le paiement de salaire, les dépenses de l'État. Et certaines personnalités du parti dont je défendais les intérêts ont commencé à dire oui, mais lui là, il ne paye pas les salaires, il ne paye que ses amis du FMI et de la Banque mondiale parce qu'eux, ils lui retrocèdent 10%. C'est pas vrai, selon vous? Hein? C'est pas vrai, cette accusation? Vous imaginez, il y a 200 pays dans le monde, donc 200 ministres des Finances. Et donc chaque fois que quand vous empruntez auprès du FMI, c'est à moins de 2% sur 40 ans. Et donc, quand vous remboursez, on vous donne 10%. Mais quelle est la banque qui peut faire des choses comme ça? Vous n'avez rien reçu. Tu prêtes à 2% et tu donnes 10% à celui qui te rembourse. Une institution internationale. Si pourquoi ça n'est le cas que pour Dolo Guelleh et pas pour les autres ministres des Finances du monde entier?
Donc cette étiquette ne vous appartient pas, ne correspond pas. C'est une étiquette qui a été votre... fabriquée. Disons que quand j'ai annoncé ma candidature, des gens se sont dit, lui là, on va l'insulter jusqu'à ce qu'il se décourage. On va bombarder sur le net, monsieur 10%, monsieur 10%, il va avoir peur, il va se décourager. Eh bien, je suis là. Vous avez le moral. C'est pas une question de morale. J'ai jamais pris 10% à qui que ce soit de ma vie. Donc, surtout pas une institution internationale. Donc, je suis là pour un jour, si les Centrafricains le souhaitent, s'ils me désignent comme président, je suis là pour mener ce pays vers la voie du développement. Pas pour jouer à des jeux de coller des étiquettes aux uns et aux autres. Sachant que de l'autre côté, les gens se préparent à vous bombarder, vous préparez aussi votre défense. Non, je ne prépare pas ma défense. Je prépare un programme pour les Centrafricains. Il ne faut pas qu'on se moque des gens. Nous n'allons pas aux élections pour nous insulter. Nous n'allons pas avec des petits arguments pour dire celui-là a fait ci, celui-là a fait cela. Non, non, non. Nous allons pour convaincre les Centrafricains, pas pour jouer. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Martin Zigueli, qui est du MLPC? Martin Zigueli est un Centrafricain, c'est un chef de parti, c'est un frère comme les autres. Nous avons les rapports que j'ai avec les autres hommes politiques, les rapports normaux. Selon nos informations, vous lui avez proposé de vous regagner votre parti? Non, nous n'avons jamais eu ce type d'entretien. Mais entre URCA, votre parti, et le MLPC, est-ce qu'il y a des contacts Non. L'URCA est un parti neuf qui se construit et qui est en phase de construction. Donc nous nous consolidons avant de discuter avec les autres. Une dernière question. Vous avez été Premier ministre en Centrafrique. Quelle image les Centrafricains ont gardé de votre passage à la primature? Demandez aux Centrafricains. Vous, qu'est-ce que vous avez laissé à la primature en termes de gestion positive? J'aime à dire que je suis un réformateur. Partout où je mets le pied, dans toutes les fonctions que j'ai occupées, j'essaie de mettre de l'ordre, de faire des réformes et de faire en sorte. En fait, j'essaie de poser des bases pour que d'autres continuent et que ça aille de l'avant. Aux finances, ça a été le cas. À la primature, ça a été le cas. À la BDAC, ça a été le cas. À la BEAC, dans les différentes fonctions que j'ai occupées, je suis toujours arrivé quand la situation était difficile et je me suis habitué à faire des réformes pour ouvrir le chemin. Aujourd'hui, on parle de la BDAC, on parle beaucoup de la BDAC qui donne des sommes colossales en financement. Il y a 10 ans, personne n'en parlait. La BDAC avait disparu des écrans radars. Il fallait des réformes courageuses, des réformes professionnelles pour en arriver là. Il y a aussi l'affaire de la robe de Patrice Bokassa qui à un moment a circulé. Vous n'avez pas réagi comme les gens l'attendaient. Mais pourquoi voulez-vous que je réagisse franchement? Du jour au lendemain, on vous parle de quelque chose, j'ignorais même qu'il y avait une affaire de robe. C'est-à-dire que dans ce que nous vivons, il y a tellement de problèmes qu'on va vous sortir l'affaire d'une robe. Vous avez vu que l'impératrice a répondu elle-même. Je n'ai pas eu besoin. Elle était tellement indignée que elle qui ne parle jamais, elle a appelé un de vos collègues pour s'exprimer, s'indigner sur cela. Donc je n'ai pas eu de commentaire à faire. Une dernière question pour finir cette émission. C'est la première fois que vous vous présentez à une élection de votre vie et vous allez directement à la présidentielle. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, ça sera la bonne? La première fois, c'est la bonne. Je ferai ce qu'il faut pour que ce soit la bonne. Je n'ai pas pris cette décision à la légère. Je me prépare en conséquence et je ferai ce qu'il faut pour convaincre les Centrafricains. On vous considère dans cette dynamique des élections comme très proche des Français. Il y a un autre réseau, Brazzaville. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Nous avons tort de penser ici en Centrafrique, et nous le répétons souvent, nous avons trop de richesses, notre pays est pourri de richesses, les autres viennent prendre nos richesses, ils viennent nous piller. Hein. Et nous vivons en vase clos. Et finalement, nous ne réussissons pas à nous en sortir. Il faut avoir un réseau très puissant de relations.
Parce que si vous voulez que les investisseurs viennent dans votre pays, il faut que vous soyez connu, apprécié et considéré comme un homme sérieux. Et donc, vous avez le devoir pour vos compatriotes d'avoir des relations dans tous les pays qui comptent, de ne pas être anonyme. Parce que si vous êtes anonyme, personne ne vous fera confiance. On cherchera à vous découvrir d'abord et ça prend des années pour découvrir un homme. Donc, je tisse des réseaux depuis des années de par mes anciennes fonctions, notamment de banquier, et je continue de les tisser en Afrique comme partout dans le monde. Parce que dans ce que nous voulons faire demain, ça fera la différence. Merci, Monsieur le Président. Ces mots mettent un terme à notre émission d'aujourd'hui. Actualité et nous a reçu sur son plateau aujourd'hui Anissé Georges Douleguélé, ancien Premier ministre centrafricain, président d'un parti politique URCA. Monsieur le Président, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Nous étions deux pour vous interroger. Naïm Kaïlé Zaman. Et moi-même Sylvestre Romain Sokambi, auditrice et auditeur de l'émission Actualité et nous du RJDH. On vous dit au revoir à la semaine prochaine. Retrouvez cette émission sur www.rjdh-6.net.